Parti. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur cette RE 2020. Je ne sais pas si vous étiez présents. On avait fait des webinaires, enfin un grand webinaire où il y avait plus de 200 connectés en décembre dernier. Mais on s'est dit que ça ne suffisait pas. Donc, que maintenant, fallait qu'on discute de retour d'expérience. Et c'est pour ça que nous avons trois intervenants aujourd'hui pour cette RE 120. Nous avons Philippe Garin de l'Adréal, nous avons François Almani de la DTT 19 et Antoine Cugeron d'AGIH. Donc, merci à tous les trois. Ils vont se présenter un petit peu mieux dans quelques instants. David, je te propose de lancer la présentation pour qu'on puisse avoir les têtes de tout le monde. Et n'hésitez pas, comme le dit David, à poser vos questions dans le chat. Donc, c'est un premier webinaire. Normalement, sera prévu un deuxième webinaire au mois de mai. On vous en dira plus. Alors, je te propose d'aller un petit peu plus loin. Ça fonctionne bien là du coup? Ouais, C'est ça bon? fonctionne bien, c'est Super, parfait. ok. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de revoir ce contexte réglementaire et les enjeux de la RE 2020 et de faire des focus sur les indicateurs et, et des retours d'expérience. David, je te propose d'aller un petit peu plus loin. Et donc voilà, Philippe qui va débuter cette intervention. Philippe, en quelques mots, est-ce que tu peux présenter ce que fait l'Adréal et te présenter? Alors, on sait que tu es chef du pôle innovation et économie durable, mais qu'est-ce que fait un chef du pôle innovation et économie durable au sein d'Adréal? Alors, Philippe, c'est à toi. bien d'accord, merci à vous. Et tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour me présenter, je dirais que je suis en charge de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, soutien aux firmes de matériel de construction biosourcés. Et l'Adréal, c'est quoi? C'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est le service en région, le ministère de la Transition écologique. Donc, on est là pour porter toutes les politiques de développement durable en région. Ça vous satisfait? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est long parce que… Non, non, mais tu as raison. François. Alors, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, moi, je suis également un service déconcentré du ministère de la Transition écologique, et non pas au niveau de la région, mais d'un département, en l'occurrence le département de la Corrèze. Et donc, je suis au sein de la direction départementale des territoires de la Corrèze, en charge du portage des politiques réglementaires dans le bâtiment auprès des fédérations, syndicats professionnels et autres organismes tels que ODIS, auprès duquel nous sommes d'ailleurs adhérents. Merci beaucoup, François. Et Antoine? Alors bonjour tout le monde, Antoine Cugeron, vous m'entendez bien? Bon. Parfaitement bien. Donc je travaille dans un bureau d'études AJH, donc pour Agir pour un habitat durable, et je suis chef de projet construction et rénovation durable. Et à côté de ça, je suis donc c'est un bureau d'études un peu particulier, sous forme de SIC, de société coopérative d'intérêt collectif. Et le but, c'est aussi de partager des expériences de manière gratuite, parce que il y a un intérêt environnemental. Et je suis aussi formateur pour Qualitel Formation. Donc voilà, c'est autour des thématiques de la RE 2020 et de tout ce qui est calcul d'analyse de cycle de vie, ACV. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et en aparté, allez, je me lance. Antoine m'a dit, non, moi je suis passionnée par cette RE 2020, donc n'hésitez pas, posez-lui toutes les questions que vous souhaitez. Parce qu'il faut le faire, passionné de cette RE 2020 quand même. Allez, écoutez, je vous propose de commencer. Philippe, écoute, on va diffuser ta présentation. David, tu fais défiler? Ah, on a perdu David. Non. David, tu fais défiler la présentation, s'il te plaît? C'est bien ça, on a perdu David. Ah, ça y est. Allez Philippe, c'est à toi. D'accord, merci. Donc, tout d'abord, avec quelques mots pour rappeler que le secteur du bâtiment et de la construction, il a un impact sur l'environnement qui est considérable. Et le bâtiment, quel que soit son usage, il fait partie des secteurs qui ajoutent le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En gros, c'est 25% d'émissions annuelles en France. Et ces émissions de gaz à effet de serre, elles ont lieu tout au long du cycle de vie du bâtiment, que ce soit pour la construction, l'exploitation, la rénovation ou la phase démolition. Alors, certaines de ces émissions, par exemple liées au chauffage, elles sont directes, car elles dépendent de la vie du bâtiment. D'autres émissions, en fait, sont indirectes, comme les émissions issues des produits de construction. C'est le cas du béton, qui est la source d'environ 7 à 8% d'émissions mondiales de CO2. Il s'agit plutôt de l'un de ses composants, qui est le ciment, qui consomme beaucoup d'énergie pour être produit, puisque la matière première est chauffée à température avoisinant les 1450 degrés. Alors, nous allons aborder donc cette réglementation environnementale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier cette année, et qui remplace RT 2012 pour la construction neuve. Et cette réglementation,
Elle découle d'un souhait fort de la France de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du changement climatique. Et le sujet daté au changement climatique, le bâtiment, c'est plutôt récent au secteur de la construction. Et cela est lié en fait à la prise de conscience du fait que les bâtiments contribuent de manière non négligeable au dérèglement climatique. Dans le même bâtiment, on peut agir sur l'existant, via la rénovation énergétique, et on va agir via RE 2020 sur les bâtiments neufs. Et donc, cette RE 2020, elle est portée par l'accord de Paris en 2015 et la loi énergie-climat, qui prévoit l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Dans la lignée des réglementations précédentes, RE 2020 a pour objectif d'abord de réduire les consommations d'énergie dans le bâtiment. Ça, c'est le volet thermique. Mais elle a pour ambition aussi d'aller plus loin en introduisant pour la première fois des exigences fortes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre associées à la construction sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, y compris ses phases de construction et de démolition, et lesquelles phases représentent à l'heure actuelle entre 60 et 90% de l'impact carbone total calculé sur une durée de 50 ans. Cette durée de 50 ans, elle est par convention le cycle de vie du bâtiment. Alors, cette RE 2020, elle vise à mieux prendre en compte des notions de durabilité de développement durable de société contemporaine. Et elle est une réglementation fondée sur des principes écologiques et environnementaux. Alors, pour dire autrement, alors que la 2012 portait uniquement des considérations thermiques et énergétiques, mais la RE 2020, quant à elle, établit des exigences sur les impacts environnementaux d'une construction. Alors, il s'agit en fait d'une petite révolution quand même dans la façon de construire les bâtiments, tout à fait comparable à ce qu'on souhaite le secteur automobile, avec les fins programmées moteurs thermiques. Et je vais en venir à la diapositive suivante. Merci. Donc, la RE 2020, mise en œuvre avec quelques petits retardés compte tenu du contexte Covid, l'entrée, comme je disais, au 1er janvier de cette année. Donc, elle s'applique pour l'heure aux bâtiments résidentiels, tant pour le logement collectif qu'individuel. Et cette RE 2020 s'appliquera au 1er juillet 2022 pour le bâtiment de bureaux d'enseignement primaire et secondaire. Et pour tous les autres bâtiments tertiaires, mise en application est prévue plutôt à compter de 2023. Alors, d'ici là, donc, l'arrêté 2012 continue donc de s'appliquer pour ces bâtiments. Et j'en viens à la diapositive suivante. Alors, la norme RE 2020 pour la construction neuve, elle vise en premier lieu à diminuer l'impact carbone des bâtiments au cours de leur construction, c'est-à-dire les effets produits sur l'environnement. Cette chasse au carbone, c'est vraiment le grand changement apporté par RE 2020. Jusqu'à présent, les matériaux mis en œuvre dans le bâtiment sont plutôt choisis en fonction de caractéristiques structurelles, thermiques ou encore esthétiques. Avec RE 2020, ces matériaux seront aussi choisis en tenant compte de leur impact sur le réchauffement climatique, alors ce qui signifie une montée en puissance des matériaux dont l'impact environnemental est le plus faible. Et c'est bien l'évolution majeure de la RE 2020 qui introduit donc la prise en compte des impacts du bâtiment sur le changement climatique sur l'ensemble de son cycle de vie. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de consommation énergétique d'un bâtiment, il ne suffit plus pour apprécier ses véritables qualités écologiques. L'intérêt carbone tout au long de son cycle de vie est aussi déterminante. Et quoi qu'il en soit, pour mesurer de manière complète l'empreinte écologique d'un bâtiment, il convient donc de prendre en compte l'ensemble de l'énergie dépensée pour sa construction et non pas être focalisé sur les seules prises en compte de l'énergie dépensée pendant sa période d'utilisation. Alors, je dirais aussi qu'il s'agit de la première réglementation française qui a introduit la performance environnementale de la construction neuve, et ceci par le biais d'analyse du cycle de vie des matériaux de construction, et je reviendrai par la suite. Alors vient ensuite la poursuite de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs. Il s'agit donc de poursuivre la baisse des consommations d'énergie des bâtiments neufs, et la RE 2020, elle sera plus exigeante qu'en 2012, en particulier avec la recherche d'une isolation encore plus performante pour réduire ces consommations d'énergie dans le bâtiment. Alors pour dire très simplement, l'isolation sera renforcée, ce qui veut dire que la puissance d'isolant va de nouveau augmenter pour atteindre les performances requises. Et par ailleurs, les ordres des RE 2020, elles vont entraîner la dispersion progressive du chauffage utilisant de l'énergie fossile dans les logements. Il s'agit donc de construire des bâtiments qui consomment moins, et utilisent des énergies moins carbonées. Alors, le troisième objectif, il concerne le confort d'été que la RE 2020 cherche à garantir. Ce troisième volet de la RE 2020 est essentiel pour résister aux épisodes de forte chaleur qui devraient être de plus en plus fréquents à l'avenir. Il s'agit bien donc de construire des bâtiments plus confortables pour leurs occupants lors des fortes chaleurs estivales. Et ce confort d'été était parfois mal appréhendé à partir de 2012. Certains bâtiments, parfaitement conformes à cette réglementation, pouvaient connaître des situations d'inconfort l'été avec une température intérieure élevée. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que avec la RE 2020, il s'agit d'encourager une mise en place de solutions de climatisation passive ou peu consommatrice d'énergie pour assurer ce confort estival. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une explosion de demande de climatisation, avec pour corollaire une augmentation de la consommation électrique à chaque canicule. Et pourtant, il y a des solutions pour inverser cette tendance. On sera abordé un peu plus tard, juste que ces éléments passifs, en fait, qui servent donc à limiter les apports solaires en journée, ils peuvent être liés, 1, à la végétation qui joue un rôle protecteur sur les constructions environnantes, ou 2, être relatifs à l'architecture, telles que les brises soleil permettent de conjuguer
confort thermique et un peu en lumière naturelle. Alors, des solutions aussi telles que l'optimisation de déphasage thermique, d'inertie des bâtiments sont également à étudier. L'objectif recherché, il est bien de ne pas intégrer, une fois le bâtiment construit, et donc hors de toute contrainte réglementaire, un système de climatisation qui consomme une quantité d'énergie importante avec le paradoxe de réchauffer à l'extérieur pour refroidir à l'intérieur. Donc, ce qu'il nous faut bien garder à l'esprit, c'est que l'installation d'un climatiseur, c'est loin l'unique solution pour rafraîchir un logement. Alors, en plus de l'objectif, il y a des enjeux importants autour de la qualité de l'air intérieur pour préserver un air sain pour les occupants des bâtiments. La pollution à l'intérieur est générée par des sources multiples, propres notamment aux bâtis, à l'environnement, aux équipements. Les bâtiments, ils sont de plus en plus hermétiques afin de réduire la consommation d'énergie. Et donc, l'efficacité de la ventilation à l'intérieur du bâti s'avère être un enjeu primordial sur le plan sanitaire afin de lutter contre l'apparition de bactéries, progression de virus affectant les voies respiratoires. Donc, c'est ainsi que les paramètres liés à la qualité de l'air et la ventilation sont essentiels et devront être intégrés dès la conception du bâtiment. Et la grande nouveauté, c'est l'obligation de faire une vérification de l'installation de ventilation à la réception. Ces contrôles CRC de l'État ont montré que plus de 50% des bâtiments neufs qui sont livrés aujourd'hui ne sont pas conformes en matière débit de renouvellement d'air. Et ce n'est pas très bien en période de crise sanitaire. Et enfin, le réemploi et l'utilisation de matériaux issus de la construction représente aujourd'hui pour le bâtiment un enjeu capital. L'utilisation de ces matériaux permet d'économiser des ressources épuisables issues des carrières et donc limiter les impacts environnementaux qui sont liés. Et cela participe aussi aux enjeux de décarboner la construction. Et j'en viens à la diapositive suivante. Merci. Donc, les exigences vers 2020, elles seront progressives dans le temps. Et le cadre d'application de ces exigences s'étalera jusqu'en 2031. Donc, c'est le cas pour ce qui concerne l'empreinte carbone de la phase de construction des bâtiments, avec des paliers quant à la baisse des émissions de CO2, pour atteindre une diminution d'au moins 30% de ces émissions en 10 ans. Alors, pour le dire autrement, la RE2020 établit une trajectoire de réduction de ces seuils carbone tous les 3 ans à partir de cette année, 2022. Et ces dispositions de la RE2020, elles seront de plus en plus strictes au fil du temps, avec des points d'étape en 2025, 2028 et 2031. Alors, avoir pour ambition une mise en place progressive et par étapes, cela doit permettre de donner au temps aux professions du bâtiment s'adapter à des normes strictes et s'approprier cette nouvelle réglementation. Et ça sera particulièrement important en ce qui concerne la méthode d'analyse du cycle de vie dynamique, permet de mesurer l'impact carbone des constructions neuves. Alors, cette nouvelle méthode de calcul de l'empreinte carbone des bâtiments, qui est utilisée dans le cadre de la RE2020, elle différencie les matériaux comme le béton ou la brique, qui émettent du CO2 lors de fabrication, et le bois ou l'isolant végétal, qui stocke du carbone, qui ne vont restituer à l'atmosphère qu'en fin de vie. Donc, on considère du coup, pendant toute la durée de vie du bâtiment, ils n'ont pas d'effet sur le réchauffement climatique. Alors, cette méthode assez dynamique, l'objectif, c'est bien de prendre en compte le fait que toutes les émissions de CO2 n'ont pas lieu au même moment. Et avec cette méthode, on considère donc que les émissions de gaz à effet de serre faites aujourd'hui ont plus d'impact que celles qui sont faites dans 50 ans, car c'est maintenant que se joue le réchauffement climatique. Et c'est pour cela que cette du bâtiment de danger se former au bois, bien au-delà des quelques pionniers que l'on trouve aujourd'hui. Et c'est un peu plus de bois et un peu moins de béton. L'objectif, il est bien incité au développement de solutions mixtes, associant des matériaux naturels à d'autres matériaux conventionnels, tels que le béton. Et s'il s'agit de rendre les bâtiments plus vertueux sur le plan environnemental, bien, les matériaux biosourcés, ils ont pleinement leur place dans le futur de la construction. Pour illustrer tout ça, sur le 30% d'objectif de réduction de l'empreinte carbone en phase de construction lors de 2031, 20% peuvent déjà être atteints, d'ores et déjà, en passant d'une construction traditionnelle en parpaing à l'ossature bois. Et ce gain peut encore être augmenté en optant pour une isolation des murs à l'aide de matériaux biosourcés. Alors, pour revenir à les cycles de vie, donc elle consiste à recenser, en moyenne logiciel de calcul, les impacts environnementaux du projet de construction, du prescription de matières premières jusqu'à l'utilisation du bâtiment pendant 50 ans, en passant par le chantier et le transport des produits. Alors, il s'agit bien, en fait, de déterminer le poids carbone de tous les produits et tous les équipements qui composent le bâtiment. Et pour réaliser l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment, il faut se baser sur les déclarations environnementales des fabricants, alors que l'on retrouve soit dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour les produits et matériaux de construction, ou des fiches profil environnemental produit spécifiques, elles, aux équipements électriques, électroniques et génie climatique, c'est-à-dire tous les systèmes qui permettent de faire fonctionner le bâtiment. Et donc, ces fiches qui sont à la base de la RE2020, elles quantifient les différents impacts environnementaux des produits de construction et équipements. Elles prennent en compte les aspects liés à la vie du produit, du l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, en passant par la production, la distribution, la mise en œuvre, l'utilisation. Elles permettent donc de calculer la performance environnementale d'un bâtiment. Les données qu'elles contiennent sont aussi très utiles, par exemple, pour évaluer les émissions carbone générées par différents matériaux de construction et de faciliter le choix de ces matériaux afin de réduire les répercussions de la construction sur l'environnement.
Alors, ces informations sont de nature différente, hein. Elles peuvent être individuelles et spécifiques à un produit précis, industriel précis, ou collectives, pour un type de produit pour lequel plusieurs fabricants se sont regroupés. Et en l'absence de données spécifiques, données environnementales présentant des valeurs par défaut doivent être utilisées. Alors, ces données-là, par défaut, sont mises en ligne par le ministère en charge de la construction, permettent de combler l'absence de déclaration environnementale d'un produit de construction, de décoration, de l'équipement choisi, afin d'améliorer la complétude des analyses cycle de vie. Alors, il faut privilégier en priorité les données environnementales spécifiques. C'est en plus réglementaire. Car les dettes sont plutôt défavorables, elles sont moins précises, en fait, car elles se basent sur le moyenne du marché. Ce qui signifie que les matériaux moins impactants sont placés dans le même panier que les matériaux qui émettent beaucoup plus CO2, par exemple. Et donc, elles ne permettent pas de se rapprocher au plus près des seuils d'impact carbone qui devront être respectés. Alors, rapidement, ces fiches sont stockées sur la base de données INIES et sont du plan public qu'on peut consulter à tout moment. Et ces données sont le plus disponibles sous un format numérique pour alimenter le logiciel d'ACV bâtiment. Alors, pour la CV, en fait, ce n'est pas un truc qu'on calcule rapidement au début du projet pour viser le respect de l'alimentation, puis qu'on refait à la fin pour s'assurer que le niveau requis est bien atteint. Alors, si la CV est un critère important, cela signifie aussi que la conception du bâtiment doit être très détaillée avant tout début de travaux. Chaque produit de construction, équipement technique ou solution de seconde œuvre aura été choisi en fonction de son aspect environnemental. Ce qui veut dire par conséquent que durant les travaux, il n'est pas question de remplacer mon qualité X par mon qualité Y, qui sera un peu moins cher ou plus rapidement disponible, sans refaire toute la calcul d'ACV, sous peine de voir le bâtiment ne pas atteindre le respect de la réglementation. La réalité, en fait, c'est que plus on avance dans la chronologie d'un projet, dans la conception, plus c'est compliqué de rattraper des erreurs initiales. Et donc, si on ne prend pas en compte le respect de la réglementation dès le début, on risque de lutter dans la suite du projet tout le temps pour rattraper les erreurs qui pourraient être faites au début du projet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la méthode de calcul, elle est régie par différents moyens. C'est-à-dire qu'on va explorer et regarder différents items, différents scénarios pour se dire, la maison, ce système-là, elle va consommer tant, elle va dégager tant. Et au bout du bout, on aura une note globale. Et c'est à partir de cette note qu'on va savoir si le projet est conforme ou pas. Et si le projet n'est pas conforme, sur quels items on a une marge de manœuvre. Et donc, sur quel item on fait une modification pour que cette note soit conforme à la RE 2020. Et j'en reviens à la dernière tape. J'ai pas fait attention. Alors, c'est pour moi de présenter de façon très sommaire, en fait, un exemple, ce mode de calcul, en fait. L'ACV, c'est donc une méthode d'évaluation quantitative des impacts environnementaux potentiels à l'échelle de l'ouvrage. Et elle se réalise grosso modo de la manière suivante. On liste l'ensemble des quantités introduites, c'est la mise en œuvre d'un bâtiment, auquel on va associer un facteur de renouvellement. Alors, ça peut être un facteur lié à la durée de vie théorique des produits de construction et d'équipement, ou ça peut être un facteur de pondération dans la valeur indépendante de la date des émissions. Concrètement, en fait, plus une émission a lieu tôt, plus son impact est élevé. Donc, ça va pénaliser fortement les matériaux dont les émissions ont lieu à la fabrication. Et enfin, le plus important, est associé à une déclaration environnementale. Et le fait de multiplier ces trois éléments permet d'évaluer l'impact à l'échelle du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. Alors, c'est très sommaire ce que j'ai fait là, parce que dans les fiches, on trouve les différents impacts à tous les stades de vie du matériau, de son extraction jusqu'à sa fin de vie. Voilà. Mais là, c'est juste pour illustrer un petit peu la façon dont on calcule la CV. Voilà, je vous remercie et je vous donne la parole. Ah, j'avais un problème technique. Excusez-moi, je n'arrivais pas à rallumer le micro. Merci beaucoup, Philippe. Alors, y a-t-il des questions sur ce que vient de vous présenter Philippe? Non, tout est d'accord? Bon, de toute façon, on va explorer un peu plus ce que vient de nous partager Philippe. Et là, François partage son écran. C'est parti pour la suite, avec un focus sur ces fameux indicateurs. C'est bien ça, François? Alors, il faut rallumer ton micro. Hop, je peux t'aider à le faire. Et pareil pour Antoine, rallumez bien vos micros pour pouvoir prendre la parole. Est-ce que Antoine, on fait un test son? Oui, ça marche normalement. François, un test son? Non, on n'a plus rien chez François. La technique nous lâche aujourd'hui, la technique nous lâche. C'est le retour d'un week-end de Pâques. Alors, François, est-ce que tu es toujours là, François? Tu es toujours là. Je partage. Vous m'entendez bien là? Oui. Oui, c'est parfait. Bon, donc, tu vas pouvoir repartager ton écran. On l'avait parfaitement bien. Et je mets en mode plein écran et ça devrait être bien là, non? C'est parfait. C'est parfait. Bon, tant mieux.
Merci à tous Oui, les deux. oui. Donc, effectivement, on va faire une présentation, on va dire, sommaire, hein, modestement, parce que cette RE120, donc 7e du nom, hein, la toute première date de 1974 quand même. Les bâtiments ont déjà énormément progressé, au moins sur le plan thermique. Et aujourd'hui, donc, eh bien, il va s'agir de vous présenter de manière très synthétique, très humble, eh bien, en tous les cas, les indicateurs qui permettent de répondre aux enjeux de cette réglementation. Pourquoi de manière humble? Parce qu'il y a déjà 10 textes, je crois, qui viennent d'être publiés depuis juillet 2021, le célèbre arrêté du 8 août 2021, qui comprend quelque chose comme 1838 pages. Donc, en si peu de temps, aujourd'hui, ça va être quelque chose de, on va dire, synthétique. Alors, cette réglementation, effectivement, eh bien, il y a un calendrier. Il y a même 2 calendriers, comme l'a très bien présenté le collègue de l'Adréal. Il y a un calendrier qui va donc développer les bâtiments concernés par cette réglementation. Je mettrai juste un petit focus sur le fait qu'il y a un label qui est prévu pour la fin de cette année, qui devrait s'appeler HP2E, pour haute performance énergétique et environnementale. C'est un label qui devrait ouvrir le champ davantage à la biodiversité, davantage sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, sur l'économie circulaire, également sur la place du bâtiment par rapport à son environnement et le lien du bâtiment par rapport aux autres. Donc ça reste à préciser, mais c'est un label qui devrait être important et compléter donc ce cadre réglementaire qui est un cadre, on va dire, minimaliste à respecter. Et puis surtout, après janvier 2023, il y a les différentes typologies de bâtiments et je voudrais juste alerter sur le fait que comme pour la RT 2012, eh bien, il y aura les bâtiments existants et notamment ceux qui connaissent des extensions, des agrandissements, des juxtapositions, devraient eux aussi, en fonction de la surface rajoutée, eh bien, devoir respecter cette nouvelle RE 2020. Donc, à suivre, les textes devraient être publiés second semestre, normalement, de cette année. Et il y a un autre calendrier qu'a rappelé donc l'Adréal, à savoir que cette réglementation est vivante. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ces textes sont sortis qu'il faut la respecter ad vitam aeternam. Elle va évoluer dans le temps et devenir de plus en plus rigoureuse. Et on va dire que le premier palier d'exigence réglementaire va être 2025, puis 2028, 2031. Pourquoi? À travers donc cette volonté de transition écologique, c'est d'atteindre un monde durable. C'est-à-dire un monde dans lequel, et pour mémoire, c'est important peut-être de le rappeler, dans lequel eh bien, on n'empêche pas la croissance économique, mais on demande que de le faire en respectant l'équilibre naturel de la planète. Donc voilà le challenge, voilà le défi qui est relevé. Défi qui tourne autour des 3 enjeux, qu'a très bien rappelé encore une fois l'Adréal. Cette sobriété énergétique qui existe depuis RT 1974, le confort d'été qui existe depuis RT 2000, si je m'abuse, RT 2005, RT 2012. Et par contre, le nouvel enjeu, c'est bien celui de l'empreinte environnementale d'un bâtiment. En 2 mots, cela signifie qu'aujourd'hui, quand on va construire un bâtiment, on va regarder quelle quantité d'énergie a été nécessaire pour fabriquer ma brique, mon isolant, ma menuiserie et autres produits de construction et d'équipement de mon projet. Et donc la somme de tout ça donnera donc l'empreinte carbone de mon bâtiment. Alors, en application de ces 3 enjeux, rapidement rappelés, eh bien, il y a ce qu'on appelle des indicateurs. Des indicateurs qui sont donc par enjeu. Si on commence par l'enjeu performance énergétique, un indicateur important, et qui n'est pas nouveau, hein, il faut le dire, c'est l'indicateur BBio. BBio pour besoins bioclimatiques. L'indicateur, donc, en fait, veut fixer une exigence sur l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire que l'on va regarder l'isolation, quel type d'isolant, quelle qualité thermique pour le confort d'hiver, l'isolant par rapport à son inertie pour aller vers davantage un confort d'été. C'est regarder la compacité du bâtiment. En effet, plus un bâtiment sera compact et moins on aura besoin de matériaux et moins on aura besoin de le chauffer également en termes de surface, de volume. C'est regarder également, encore une fois, son orientation. En effet, parce que si un bâtiment est correctement orienté par rapport à la lumière naturelle, on peut retarder ainsi l'usage d'un éclairage artificiel. C'est regarder aussi les systèmes de protection solaire.
Et ça devient de plus en plus important avec le changement climatique, les brises soleil, les stores, les volées, etc. C'est le potentiel de rafraîchissement aussi. Par exemple, en plantant des arbres. Au nord, des arbres à feuillage persistant qui feront barrage l'hiver par rapport au vent froid dominant. Et au sud, eh bien, c'est privilégier des arbres à feuillage caduc, comme vous voyez dans l'illustration à l'écran, et où là, eh bien, les rayons solaires de l'hiver, quand il y en a, pourront réchauffer en partie la façade et ainsi avoir moins besoin peut-être de chauffer notre bâtiment. Tous ces points-là, tous ces leviers et d'autres encore, eh bien, en fait, sont repris, on va dire, dans une formule de présentation de cet indicateur BBio que vous voyez à l'écran, où il y a des coefficients qui sont appliqués sur le besoin de chauffage, BCH, le besoin de froid ou le besoin d'éclairage. Et vous remarquerez que pour le besoin d'éclairage, le coefficient est porté à 5. Cela signifie que c'est sur ce point-là que les efforts vont devoir être menés. Autre particularité de cet indicateur, BBio, qui est connu au moins depuis RT 2005, eh bien, c'est qu'il se mesure en nombre de points. Il n'y a pas d'unité de mesure, contrairement aux autres indicateurs que nous allons voir dans un instant. Lui, ce sont des points. Et face à un projet de construction, donc, eh bien, le bureau d'études va relever l'ensemble des éléments qui relèvent de cet indicateur et attribuer un nombre de points. Ces points, ensuite, eh bien, tout simplement, vont être comparés à ce qu'on appelle un BBio max, c'est-à-dire un BBio qu'il convient de ne pas dépasser par rapport au projet de construction. Ces BBio max, il en existe par zone climatique. En tout, en France, et c'est connu aussi, ce n'est pas une nouveauté, ça existait sur les RT précédentes, il y a 8 zones climatiques. Vous noterez que pour la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'aujourd'hui j'interviens donc à ce titre-là, eh bien, la région est concernée par au moins 3 zones climatiques. Alors, par rapport à mon projet, j'ai un nombre de points en BBio, je regarde si je suis bien en deçà du BBio max, et ce BBio max, en fait, il n'est pas figé. En effet, le BBio max, dans sa formule de calcul, va aussi prendre en compte un BBio max moyen. Vous le voyez sur la slide à l'écran, il y a des valeurs qui sont déterminées en fonction du type de bâtiment. Mais ce n'est pas tout. Dans le calcul de ce BBio max, donc on tient compte d'un BBio max moyen, mais également de modulation. En effet, encore une fois, si je construis sur la côte atlantique, les contraintes ne seront pas les mêmes que si je construis, par exemple, en Haute-Corrèze. Alors, par rapport à ça, eh bien, il y a différents coefficients de modulation. Ainsi, donc, eh bien, je vais prendre en compte la situation climatique, l'altitude. Et en fonction de ça, eh bien, il y aura des exigences plus ou moins fortes. Si je construis en bord de mer, il est évident que les hivers sont moins rigoureux, l'exigence sera plus forte et donc le seuil à ne pas dépasser sera plus bas. À l'opposé, en Haute-Corrèze, comme il fait davantage froid, eh bien, on va tenir compte de cette situation géographique et de l'altitude concernée. Autre modulation intéressante, j'en ai parlé tout à l'heure concernant la compacité. Eh bien, si dans mon projet, je tiens compte du fait que je vais aménager les combles de mon projet de construction, eh bien, ça sera un plus dans le calcul des BBio. Vous comprenez bien que l'idée de compacité, j'aménage les combles, donc l'exigence sera moins forte et le seuil relevé en conséquence. Un autre coefficient de modulation qui concerne, lui, davantage les logements collectifs, c'est un coefficient de surface moyenne par logement et un coefficient total du bâtiment. En effet, il s'agit de ne pas trop pénaliser les petits logements, les petits bâtiments par rapport aux bâtiments plus grands. Par exemple, si j'ai un logement qui est au centre de mon bâtiment, eh bien, on peut imaginer qu'une seule façade sera concernée vraiment par les problèmes de froid l'hiver et de canicule l'été, alors que les bâtiments en périphérie du bâtiment auront davantage de façades exposées. Et donc, cela aussi est pris en compte. Et dernier coefficient de modulation, c'est une modulation concernant le bruit. En effet, si je construis au bord d'une route à fort trafic, et pour laquelle il y a une cartographie du bruit, où je construis en bordure d'une voie ferrée, où je construis à proximité d'un aéroport, il y a des cartographies adaptées qui existent et qui permettent de prendre en compte ces contraintes-là pour relever les exigences concernant le calcul du BBio.
Parce que si je suis dans une zone concernée par ces problématiques de bruit, je pourrais moins facilement ouvrir les fenêtres pour l'aération, pour apporter une fraîcheur, par exemple, l'été. Donc, ces contraintes-là sont prises en compte dans le calcul du BBio. Et on voit bien qu'ici, eh bien, les projets de construction sont vraiment considérés en fonction de l'endroit où ils se trouvent, en fonction de leur situation. Complémentaire, non, je laisse la parole à Antoine, si tu veux bien donner un petit focus sur les points que tu souhaitais mettre en avant. Oui, merci. Donc, juste un petit retour de bureau d'études sur le calcul de BBio. Donc, jusqu'alors, en fait, le BBio était déjà utilisé en RT 2012, mais par contre, ils ont modifié un certain aspect qui va avoir des conséquences sur le temps des études. C'est de manière systématique, même si je n'ai pas prévu d'installer une climatisation dans mon bâtiment, je vais quand même avoir une simulation sur le besoin de refroidissement qui va être faite. Donc, ça va demander finalement au bureau d'études, à l'architecte et même à la maîtrise d'ouvrage de venir trouver des équilibres sur comment limiter mon besoin de chauffage, mais aussi comment limiter mon besoin de refroidissement, même si mon bâtiment n'est pas climatisé. Et là, des fois, ça demande de faire des démarches un peu itératives. Donc, par exemple, sur la casquette solaire, si j'ai une casquette trop élevée, ça va certes me permettre d'améliorer mon confort en été, donc limiter le besoin de refroidissement. Par contre, si elle est trop grande, je vais aussi augmenter mon besoin de chauffage parce que je ne pourrais plus profiter du rayonnement thermique qui aurait pu limiter mon besoin de chauffage. Donc, il y a ce temps d'études supplémentaires qui est bien à anticiper avec ce nouveau indicateur et cette nouvelle manière de prendre en compte le besoin de refroidissement. Et ce dialogue qu'il faut avoir avec les architectes. Et pareil, pour le bureau d'études qui avait l'habitude de faire une saisie en se positionnant que sur les paramètres qui avaient de l'influence sur le besoin de chauffage, là, il faut qu'il fasse attention parce que l'inertie, parce que les casquettes solaires, l'influence des bâtiments mitoyens ou même la couleur des revêtements des murs ou de la toiture, là, on va avoir un impact plus important de ces indicateurs. Donc, il faut bien penser à les saisir. Là aussi, ça répond un petit peu à un abus qui pouvait avoir de la RT 2012. C'est que généralement, dès ça arrivait souvent dans la maison individuelle, le client souhaitait mettre de la climatisation. Donc, qu'est-ce qui se passait? On avait le BBio max qui n'évoluait pas et on avait un besoin de chauffage, un besoin d'éclairage. Et si je rajoutais le besoin de refroidissement, le projet n'était plus réglementaire. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que le bureau d'études se mettait de mèche avec l'architecte et on disait on va installer une pompe à chaleur qu'en mode chaud et on ne va pas déclarer le refroidissement, le déclarera à la fin, après la réception. Donc finalement, ça a masqué ce besoin de refroidissement. Là, avec l'Aéro 2020, que j'ai ou pas ma climatisation d'installer, j'ai systématiquement ce besoin de refroidissement qui va être comptabilisé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va répondre à ce manque en tout cas d'influence de l'architecture pour limiter le besoin de refroidissement voilà, qui peut engendrer des surconsommations même quand on va installer une climatisation dans 10 ans ou dans 20 ans. L'autre point aussi qui va changer par rapport à la RT 2012, c'est que souvent pour le BBio, dès qu'on avait des projets où peut-être qu'il manquait de compacité ou d'autres éléments et on avait du mal à faire passer les curseurs derrière le respect réglant de l'indicateur à ne pas dépasser, on avait tendance à toucher à la perméabilité à l'air du bâti en la mettant un peu plus basse que la valeur qui est proposée. Et là aussi, l'Aéro 2020, ce qu'elle a mis en place, c'est que si la maîtrise d'ouvrage décide, c'est plutôt vrai pour les logements collectifs, de faire un test d'étanchéité à l'air du bâti par échantillonnage, on nous demande de se pénaliser de 20% le résultat qui serait atteint. Donc ça demande au bureau d'études de peut-être en amont des calculs de venir déjà se pénaliser avec ces 20% et à mener une architecture qui va respecter le BBio même à la fin quand on fera le test final. Donc voilà un petit peu les 3 retours que j'avais à donner sur ce BBio. Merci beaucoup, Antoine. Alors justement, on a un commentaire dans le chat de Guillaume Masto. Guillaume, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Et là, c'est place à l'échange. Qu'en pensez-vous? Lionel confirmer les propos de Guillaume, donc allons-y. Si vous pouvez allumer tous les deux votre micro, votre caméra, et puis qu'on puisse échanger.
Voilà, Guillaume. Salut, j'ai pas plus à dire que ce que j'ai noté. C'est une Alors, est-ce petite que tu peux remarque. partager, parce que tout le monde ne va pas forcément dans le chat, est-ce que tu peux malgré tout partager ce que tu as évoqué à l'écrit? Ouais, je vais relire ce que j'ai écrit. Je me permets de revenir sur l'élément de langage avançant la croissance économique et le respect de l'environnement. On n'a toujours pas de découplage entre économie et impact humain sur l'environnement et les indicateurs ont tendance à démontrer que ce découplage n'est pas possible. Il semble donc important de ne pas participer à la fable qui chante la croissance économique en même temps que le respect de l'environnement. Il serait important, à mon sens, de prioriser les discours, une mise en avant de la frugalité qui porte la réflexion sur comment faire confortable et durable avec moins. Voilà. Alors, une intervention de nos intervenants. Antoine, je vois que tu as rallumé ton micro. Merci, Guillaume. Oui, donc il faut bien voir que c'est des indicateurs qui sont là pour définir le minimum réglementaire en fait. Ils ne sont pas là pour parler de performance, c'est vraiment de dire c'est la limite. Là, ça sera finalement la moins bonne, finalement, de dimensionner un projet à la limite réglementaire. On n'est pas forcément dans la performance. On peut toujours aller plus loin. Et là aussi, ce qui est intéressant, notamment sur les indicateurs de Vebio, c'est que pour arriver à cette performance, on peut soit mettre en place des solutions low-tech, par exemple les volets persiennes, les volets ajourés, qui sont des technologies qui viennent de l'architecture vernaculaire et qui ont été repris de l'architecture persienne, de la Perse antique, pour améliorer le confort d'été. Ça, maintenant, c'est des éléments qu'on peut venir valoriser dans un calcul de Vebio. Et derrière, on peut aussi avoir l'autre solution plutôt high-tech, qui serait des volets roulants automatiques, qui permettraient de fermer les volets quand le soleil vient frapper sur la façade. Et à chaque fois, finalement, le thermicien et puis même l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, elle a le choix de soit aller vers la frugalité ou la nouvelle technologie. Pour améliorer ses curseurs, il y a généralement les deux qui peuvent être pris en compte. Et il y a aussi le puits climatique. Là aussi, c'est des solutions ou les puits provençales qui étaient déjà utilisés depuis bien longtemps. Donc, merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Alors justement, est-ce que la question que tu poses, Guillaume, dans le chat, si tu veux la poser, rallume ton micro. On s'attendait à avoir une question un peu similaire à celle-ci. Je la pose. La RE 2020 impose un peu plus à réaliser de la conception et c'est un gros point positif. Mais quid des BE en ligne et qui font des études pas chères à la chaîne sans se soucier de tout cela? Ça casse le marché et empêche ceux qui travaillent correctement de faire un boulot correct, pardon. Quid des contrôles donc? Alors, est-ce qu'on a des informations sur ce point-là? Effectivement, on l'a évoqué entre nous. Qu'est-ce qu'on peut répondre? François, t'es parti? Je pense que le mieux placé, c'est peut-être Antoine, non, d'abord? Oui, je pense aussi, mais je voyais qu'Antoine avait son micro coupé, donc… C'est vrai que c'est compliqué de répondre à cette question. Et c'est vrai que là, sur le Vebio, je pense qu'on n'a pas encore toute la vision de temps supplémentaire qui sera apportée par le projet. Peut-être qu'on pourra, je pense que ça vaut peut-être plus le coup de venir essayer de poser cette question après l'indicateur IC Construction, où là, on verra qu'il y a un enjeu parce que directement, un bureau d'études qui voudrait plutôt bien faire son travail, on va s'apercevoir que ça va lui prendre beaucoup de temps supplémentaire. Et derrière, est-ce que ce temps, dans les marchés RE 2020, est-ce qu'il y a des prestations supplémentaires en coût d'études? Pas forcément. On va retrouver pareil que le même phénomène qui s'est passé en RT 2012, c'est finalement faire plus avec équivalent de financement pour les études, voire moins. Donc ça, je pense qu'on pourra reprendre, je pense, un peu mieux cette question après le IC Construction. On verra qu'il y a quand même une complexité et puis un temps d'étude et puis même un pilotage d'opération un peu plus complexe qui va toucher pas que le bureau d'études, mais aussi l'architecte, toute l'équipe de conception. Peut-être que pour prolonger la question, il y a effectivement ce qu'on pouvait reprocher un petit peu à un moment donné à la RT 2012, c'est qu'en fait, elle y avait une approche qui pouvait sembler un peu techniciste, on va dire, et qui tenait un peu le crayon. Il y avait plusieurs architectes et bureaux d'études qui avaient l'impression qu'on leur tenait pas mal le crayon et que du coup, on revenait à des solutions techniques qui étaient devenaient un peu uniformisées.
Et là, l'idée, c'est de voir est-ce que la RE 2020 permet un peu d'ouvrir le champ des possibles. Est-ce que c'est ce que tu disais un petit peu, Antoine, les personnes qui avaient des approches frugales arrivent un peu plus à rentrer dans le contexte et dans le cadre, alors qu'avant, c'était un peu plus compliqué. Quelle est votre position par rapport à ça, en fait, sur quelle forme ça prend au niveau des stratégies de conception? En fait, c'est vrai que dans les stratégies de conception, hein, François l'a très bien dit, on est sur un moteur de calcul qui a l'arrêté a plus de 1100 pages. De ça, on rajoute des documents, des fiches d'application. Donc, il y a vraiment un corpus réglementaire assez complet qui permet de finalement, au bureau d'études, de venir piocher les éléments qui l'intéressent, qui permettraient d'imposer une solution sous couvert d'obligations réglementaires. Alors qu'en fait, si on va un peu plus dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de nuances qui est apportées dans les textes et qui permettraient d'arriver peut-être à un autre résultat. Et c'est vrai que là, il y a aussi un enjeu de la part de l'ensemble des acteurs, de la maîtrise d'ouvrage ou d'autres, de venir challenger les bureaux d'études sur la proposition qui est faite, parce que forcément, un bureau d'études, si elle arrive à imposer sa solution le plus vite possible, forcément, il gagne de l'argent parce qu'il vend sa prestation autant qu'il va mettre. Donc, il a intérêt de dire c'est à cause de, alors qu'en fait, quand on va voir dans les textes, c'est un peu plus complexe et que la réponse, normalement, elle aurait demandé un peu plus d'études. Voilà. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être prendre cas par cas, finalement, les reproches qu'on avait sur la RT 2012 et voir si c'est toujours, d'actualité. Mais, Merci beaucoup, Antoine. Merci pour ces éclairages et merci pour les questions. N'hésitez pas. Je vous propose de continuer. Donc, François, c'est à toi. Donc oui, comme l'a rappelé Antoine, effectivement, donc l'indicateur BBio froid qui aujourd'hui s'impose sur toutes les zones climatiques, contrairement à RT 2012 qui ne concernait que certaines zones du sud-est de la France. Autre indicateur qui n'est pas nouveau aussi, c'est le CEP. Donc beaucoup d'entre vous le connaissent. L'énergie primaire, il est là pour donc mesurer les consommations des énergies du bâtiment à partir d'usages réglementaires qui sont affichés ici: le chauffage, refroidissement, ECS, eau chaude sanitaire, éclairage artificiel, les auxiliaires, pompes, circulateurs, des différents générateurs. Et la nouveauté, c'est qu'on prend en compte maintenant dans le calcul du CEP, qui lui par contre a une unité de mesure en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an, prend en compte les déplacements des personnes à l'intérieur du bâtiment. Donc ça va être les ascenseurs, l'éclairage des parties communes, les parkings souterrains par exemple. Et on va donc par rapport à ça déduire l'autoconsommation de production d'électricité. Donc ça signifie que si on met un panneau photovoltaïque, si on installe une micro-éolienne ou une éolienne dite domestique, eh bien si cette énergie renouvelable est utilisée pour l'autoconsommation, cela va valoriser l'indicateur CEP. Ce qui fait dire aussi que cette RE 2020 est difficilement comparable à la RT 2012 du fait donc justement de l'usage nouveau qui sont rajoutés au CEP RE 2020. Un sous-indicateur, si je veux dire nouveau, lui par contre, c'est le CEP NR, NR pour non renouvelable. Ça signifie que, eh bien, on va montrer du doigt, si j'ose dire, l'ensemble des énergies carbonées fossiles qui seront intégrées dans le projet de construction. Sinon, eh bien, pour le reste, même principe que pour le BBio, par rapport au calcul que va faire le bureau d'études, eh bien, ensuite, il va comparer la valeur trouvée du CEP, CEP-NR par rapport donc à un BBio max par zone climatique, lequel donc va aussi prendre en compte un CEP max moyen et un CEP NR max moyen. Donc vous voyez ici les données dans le tableau sur le côté droit de la slide. Et bien entendu, à cela sera rajouté différents coefficients de modulation qui sont les mêmes que ceux concernant le BBio. Petite information quand même, avec RT 2012, le CEP en moyenne ne devait pas dépasser les 50 kWh. Vous noterez que pour la maison individuelle, eh bien aujourd'hui nous sommes à 75
kWh par mètre carré par an. Cela vient du fait que justement, eh bien, on rajoute différents éléments qui n'apparaissaient pas avec RT 2012, du fait aussi que le calcul des surfaces n'est plus du tout le même. Avant, on parlait de chaîne RT, là maintenant, on va parler de surface habitable. Et pour certains bureaux d'études, je ne sais pas si Antoine va me confirmer ou m'affirmer cela, mais ça entraîne des écarts quand même assez considérables, chiffrés par certains entre 15 et 30%. Donc, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, on a l'impression qu'on recule avec ce CEP max moyen, mais en fait, non, c'est parce qu'on prend davantage en compte un certain nombre d'indicateurs. Concrètement, aujourd'hui, enfin pas concrètement, mais si on reprend l'exemple d'un bureau d'études Pogé Consultant qui a fait un certain nombre d'interventions publiques, et qui a mis en avant un certain nombre de simulations à partir de différents générateurs. Donc ici, ça concerne des logements collectifs et en zone H1A, ça veut dire le nord de la France, pour le CEP NR, donc le CEP qui est un petit peu le plus contraignant. On peut noter que pour les logements collectifs, donc 2022, toutes les solutions gaz, essentiellement, aujourd'hui, sont acceptées par cette réglementation RE 2020. À part peut-être le gaz collectif, où on peut noter ici que vraisemblablement, il y aura un travail de surisolation à opérer. Par contre, on note que pour le chauffage électrique, à effet Joule, donc, eh bien celui-ci va devenir impossible à installer, ou en tous les cas, les calculs vont montrer qu'il dépasse largement les seuils max à respecter. Donc, soit on surisole, mais là, ça va entraîner des coûts sans doute prohibitifs, ou alors on part sur d'autres solutions. Et les autres solutions qui semblent, en tous les cas au regard du CEP NR, sortir gagnant, c'est le recours aux pompes à chaleur. Pompes à chaleur, ici dans cet exemple RO, où on voit qu'ils sont très nettement en dessous du seuil maximum à respecter, à ne pas dépasser. Concernant les réseaux de chaleur urbains, eh bien là aussi, on note que plus on aura recours à des énergies renouvelables et plus les RCU se conformeront donc au seuil réglementaire. Peut-être, François, il y avait une question qui était posée qui a un lien avec ce que tu viens de dire. Peut-être que Marc, tu veux peut-être poser ta question? Oui, bonjour. Merci pour la présentation et surtout pour cette dernière partie. On rentre vraiment dans les détails. Moi, je voulais poser une question donc, par rapport au CEP, parce que j'avais eu le cas avec un bureau d'études où la production maximale ENR venait en déduction du CEP et était par contre capée, c'est-à-dire limitée. Hein, on ne pouvait pas déduire plus de 12 kWh sur le CEP final, même si on produisait, enfin, je dis un chiffre au hasard, 30 kW de crête sur la toiture ou en ombrière. Est-ce qu'il y a toujours une limite pour réduire ce CEP en ajoutant les ENR, ou est-ce qu'il n'y a plus de limite, ou est-ce qu'elle a été augmentée? Il y avait une limite de 12, c'était pour les labels en RT 2012, c'était pas pour forcément le... Et là, en fait, en RE 2020, on va avoir une limite qui va être en fonction de l'autoconsommation. Donc, on va pouvoir substituer que la partie autoconsommée dans le bâtiment à partir des usages qui sont renseignés, donc déplacement, ventilation, distribution et autres. Par contre, les autres, si derrière, on est en train de encore plus, comment dire, faire de l'exportation d'énergie produite, là, ça, je ne vais pas pouvoir le substituer. Donc, il faut que ça soit de 1 en autoconsommation. Et si on prend en compte, je parle du logement collectif, hein, donc il y a le compteur des parties communes qui lui a des faibles consommations, donc il faudrait une autoconsommation collective dans ce cas-là. Si Après, il n'y aura pas besoin de mettre du sous-comptage, hein, c'est juste d'un point de vue du calcul. Ce qui va être comptabilisé, c'est uniquement l'autoconsommation. C'est pour éviter l'abus, hein, de dire j'ai investi sur aucune performance du projet et derrière je compense en mettant du photovoltaïque à foison. D'accord. Donc, il faut que ça soit autoconsommé par un compteur en propre. C'est pas sur la solution technique, hein, c'est vraiment dans le calcul. On va pouvoir substituer en termes de consommation énergétique dans le calcul de CEP que la partie autoconsommée. Donc, tout au bas temps horaire, on va avoir la production de panneaux photovoltaïques en fonction de la consommation et je vais pouvoir retirer dans mon calcul au moment où j'étais à l'équilibre. Par contre, en été, là, je produis beaucoup. Par contre, je n'ai pas beaucoup de consommation.
tout l'excès qui est arrivé en été ne va pas être comptabilisé parce que je m'arrête à la partie autoconsommée. Et donc, les bureaux d'études vont être câblés pour faire ce calcul en amont. Avant Là, c'est directement le moteur de calcul de l'Aéro 2020 qui intègre ce calcul de coefficient d'autoconsommation à l'année. Merci. Il permettra le même coefficient d'autoconsommation de prendre en compte, on verra après, la partie carbone, l'impact carbone de la construction. On va s'arrêter sur l'autoconsommation. Merci. Merci à tous. Allez, François. On poursuit donc. Et là, cette fois-ci, on rentre dans la présentation d'un indicateur qui, lui, est nouveau. Et vous noterez sur cette slide que l'indicateur, il est décalé. En effet, c'est un indicateur qui va à la fois donc évaluer l'impact sur le changement climatique de la consommation des énergies pendant l'utilisation du bâtiment. En d'autres termes, il va agir à la fois sur la consommation énergétique et sur l'impact carbone de l'énergie choisie. Donc, c'est un indicateur intéressant, pertinent, nouveau, qui, lui aussi, donc, comme pour les autres indicateurs, et beaucoup d'entre vous le savent déjà, eh bien, va, par rapport au projet, devoir respecter un indicateur max, lequel va prendre en compte un IC max moyen, et par rapport aussi donc, à des coefficients de modulation. La nouveauté autre encore, c'est que tout à l'heure, on vous a parlé de paliers d'exigence supplémentaires, 2022, 2025, 28, 31. Eh bien là, l'indicateur montre très bien que, par exemple, pour les logements collectifs, entre 2022 et 2025, le seuil devrait permettre à beaucoup de solutions d'être acceptées. Par contre, passé 2025, eh bien, les contraintes devraient être beaucoup plus rigoureuses. Cela devrait donner du temps aux fabricants de trouver des solutions pour répondre aux nouveaux critères donc, qui commenceront en 2025, puis après 2028. Et on le voit pour d'autres typologies de bâtiments, comme par exemple l'enseignement primaire ou secondaire, ou ici les autres cas de figure qui concernent les logements collectifs que j'ai cités précédemment. Les maisons individuelles, pourquoi, et comme par exemple les bureaux, les seuils restent identiques. C'est parce qu'il a été estimé que déjà les solutions existaient et qu'on était en mesure de fixer des seuils déjà d'un niveau d'exigence assez relevé. Concrètement, là encore, pour essayer d'apporter des illustrations à ce cadre réglementaire, toujours par rapport à l'expérience reconnue du cabinet consultant Pouget, eh bien, on prend en compte les logements collectifs et on change de zone climatique. Pardonnez-moi, c'est la H2B, donc Pays de Loire, mais avec donc des critères qui sont assez rigoureux, et on considère le seuil 2025. Et là, eh bien, on se rend compte que les solutions qui convenaient encore entre 2022 et 2025 concernant le gaz deviennent beaucoup plus difficiles après 2025. En tous les cas, pour tout ce qui est gaz naturel, solution 100%, eh bien, ça va devenir extrêmement difficile de respecter les critères de l'ARE 2020. Par contre, on peut dire que pour les solutions dites hybrides, gaz plus PAC, par exemple, eh bien, si on a un recours à davantage d'isolation ou à une surisolation, eh bien, on pourrait donc respecter les nouveaux seuils qui seront imposés par l'ARE 2020 à ce moment-là. Et on note que, au regard, encore une fois, de cet indicateur IC énergie, que les deux solutions qui semblent avoir un bel avenir, eh bien, c'est encore une fois la pompe à chaleur, qui était déjà gagnante avec l'indicateur précédent, CEP-NR, qui est gagnante avec IC énergie encore. Et on voit que si, avec le CEP-NR, l'effet Joule était difficilement applicable, là, au regard de l'indicateur IC énergie, eh bien, cette solution semble trouver ses faveurs. Pourquoi? Essentiellement parce que l'électricité est produite par nos centrales nucléaires, très majoritaires en France, et qu'on sait très bien que les centrales nucléaires ne dégagent pas de gaz à effet de serre. Elles présentent peut-être d'autres et même sûrement d'autres problèmes, mais pas celui-ci. Concernant les réseaux de chaleur urbains, eh bien, alors eux, ils ont des seuils un petit peu à part qui leur sont propres, parce que, eh bien, tout simplement, il est difficile de changer son fusil d'épaule quand on a mis en place un réseau de chaleur urbain. Donc, il leur faut un peu plus de temps
pour trouver des solutions qui répondront aux exigences de l'Aéro 2020. J'essaie de trouver mon lien hypertexte, excusez-moi, ça arrive tout de suite. Voilà. Antoine, à toi concernant les pompes à chaleur et les réseaux de chaleur pour plus de précision. Allez, alors là, je vais plutôt parler de ce qui va arriver à l'échéance de 2025. C'est pour le critère, vraiment ce qui va modifier un petit peu notre façon de faire en termes de système d'installation énergétique. On avait tendance à mettre en RT 2012, alors que ce n'est pas forcément le moins cher, la chaudière gaz individuelle, et donc même sur des logements collectifs. Là, en fait, avec l'arrivée de l'indicateur IC Énergie et à échéance de 2025, ce type de solutions ne vont plus fonctionner et il va falloir migrer vers d'autres solutions. Et ça amène à… Il y a vraiment deux thématiques qui ressortent plutôt pas mal. Il y a aussi le bois, mais en tout cas, premier aspect, ça va être la pompe à chaleur qu'on appelle la solution 2025 compatible. Autant là, ça va demander un petit peu une évolution pour les bureaux d'études. On a l'habitude de dimensionner une pompe à chaleur qui va faire du chaud et du froid dans un bâtiment de type tertiaire. Par contre, faire une pompe à chaleur qui va faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour un logement collectif, ça, c'est une compétence qui n'est pas encore maîtrisée. Et là, ça vaut le coup de venir, en tout cas, s'il y a des maîtresses d'ouvrage autour de la table, c'est de peut-être prévoir sur les premières opérations avec ce type d'installation, dès le départ en conception, un acousticien qui va permettre de sécuriser ce type de dimensionnement. Parce qu'il peut arriver dans ce type d'installation que finalement le piège à son qui va permettre de traiter la partie acoustique et le même prix que la pompe à chaleur qui va faire le chauffage et l'eau sanitaire. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui permettrait de sécuriser l'opération. Et là aussi, pour les bureaux d'études aussi, il va falloir, dans les pompes à chaleur, de peut-être changer les habitudes, et notamment sur les fluides de frigorigène qui sont utilisés. Donc, c'est les fameux fluides qui sont en réseau fermé dans les pompes à chaleur. Pour les choisir avec des fluides qui auraient moins d'impact en termes de réchauffement climatique, et deux, des fluides de frigorigène qui auraient tendance à mieux travailler sur les hautes températures, et justement, on pourra répondre à la température qui est demandée pour faire de l'eau chaude sanitaire. Et là, il y a déjà des solutions qui existent, des industriels qui proposent ce type de produits depuis longtemps, mais qui ne sont pas forcément les produits les plus commercialisés, parce qu'à l'époque, finalement, on arrivait à faire… on n'avait pas forcément d'enjeu sur le réchauffement climatique ou même de faire l'eau chaude sanitaire. Et là, il y a un enjeu d'aller vers ce qu'on appelle les pompes à chaleur en propane, R290, ou même au CO2, qui sont vraiment des solutions qui commencent à se dégager et qui sont performantes à la fois pour le côté gaz à effet de serre, mais aussi d'un point de vue réaction à travailler aux hautes températures. Voilà. Deuxième point aussi, sur le réseau de chaleur. Là aussi, c'est pour aller un peu plus loin que l'ARO 2020. On voit que l'ARO 2020, finalement, s'il y a un réseau de chaleur qui est alimenté par l'incinération de déchets, c'est plutôt bien pris en compte parce qu'il y a un pourcentage d'ENR et de récupération. Et R, ça veut dire récupérer aussi l'énergie fatale. Donc finalement, quand je suis en train de brûler mes déchets, l'ARO 2020 considère que cette énergie est plutôt propre, donc elle est plutôt bien prise en compte dans le calcul. Par contre, il y a des conséquences pour la politique de ville en termes de qualité de l'air dans la ville, et aussi une problématique du fait est que finalement mon déchet qui est collecté par la commune devient une manne financière parce que je la revends en énergie. Donc ça ne mène pas à des politiques de réduction des déchets. Et à ça, les acteurs publics ont aussi la possibilité de développer d'autres types de réseaux qu'on appelle des réseaux de type boucle d'eau tempérée. Donc c'est assez intéressant, ça va permettre de travailler avec deux boucles fermées. Donc on parle de réseau de chaleur, une froide et une chaude. La chaude fonctionne à des températures plus limitées, autour de 30 degrés, qui va permettre de mieux faire fonctionner tous ces systèmes d'énergie renouvelable, donc par exemple la géothermie. Et il y a une deuxième boucle d'eau qui est autour de 5 degrés, qui, elle, va permettre de raccorder tous les bâtiments qui ont besoin de refroidissement. Donc, ça peut être un serveur informatique qu'il faut refroidir ou la climatisation de certains bureaux. Et automatiquement, avec ces doubles réseaux, je peux mutualiser mes calories. Le froid qui serait pompé dans la boucle froide va derrière produire du chaud qui sera alimenté dans la boucle chaude. Et je peux comme ça mutualiser l'énergie froid et chaud. Donc, c'est vraiment des solutions qui vont se dégager parce qu'à l'avenir, on sait qu'on aura de plus en plus de besoins de refroidissement et qu'en plus, on aura donc pour à la fois les bâtiments, mais aussi pour les appareils informatiques,
qui demandent du refroidissement. Voilà, Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Je vais demander à Sophie d'allumer son micro, une question et sa caméra. Une question, je pense, pour François par rapport à l'étude Pouget. Oui. Sophie. Oui, je voulais savoir, compte tenu de la faible consommation qu'on voit dans les graphiques, je pense que c'est de la ventilation hygroréglable qui est prise en compte et je voulais en avoir confirmation. Oui, je crois, oui, tout à fait. Merci. Alors, je voulais rajouter ce qui, pour la qualité de l'air, et pas forcément la meilleure des choses. Oui, je suis d'accord avec vous. Il est évident que ce sont des retours qui étaient, comment dirais-je, à l'époque de E+C-, au tout début de lancement de la RE 2020. Et la question de la qualité de l'air va, je pense, prendre davantage d'importance. D'autant plus que là vient d'être publié il y a quelques semaines, mais il n'y a pas très longtemps, un document important, justement, détaillant le protocole à suivre concernant les systèmes de ventilation et leurs mesures. Et peut-être que, effectivement, le choix des systèmes de ventilation vont peut-être changer ou s'ouvrir sur d'autres solutions. Oui, répondre mieux à la RE 2020. Et ça rejoint ce que disait Philippe. C'est vrai que, en fait, il y a des retours des contrôles d'État qui ont été faits sur les bâtiments RT 2012 sur la ventilation. Et dans plus de 75% des cas, les bâtiments avaient un non-fonctionnement de la ventilation par rapport à ce qui avait été vendu. Donc, même quand on installait de l'hygro B, le débit qui était mesuré ne correspondait pas du tout à ce qui était imposé dans les avis techniques. Donc, la RE 2020, ce qu'elle a mis en place, c'est que pour tous les logements collectifs, à la fin du chantier, il faut prévoir un test du bon fonctionnement du système de ventilation. Et voilà. Et après, par contre, on a toujours cet héritage de la différence des débits de ventilation dans le cadre de logements, où là, les débits sont assez faibles, ce qui fait qu'on peut aller vers de la simple flux d'un point de vue réglementaire. Alors que dans le tertiaire, les débits sont beaucoup plus importants, qui est demandé en termes de renouvellement d'air. Et c'est là où, généralement, la double flux va s'imposer sur ce type de bâtiment, et si on veut faire respecter l'exigence RE 2020. Alors, bon, on va tous travailler là-dessus. La ventilation naturelle, c'est pour nous, notamment dans le Sud-Aquitaine, une solution qu'il est très difficile de faire passer, voire considérée comme non réglementaire. Pourtant, elle est tout à fait valable. Et pour le double flux, c'est une vraie catastrophe parce qu'on ne sait pas bien entretenir le double flux en scolaire. Et vraiment là aussi, si on peut passer à de la ventilation naturelle chaque fois que c'est bien. Mais ça, c'est une autre bagarre à mener. Alors, voilà. Si je peux me permettre, c'est très important ce que vous soulevez là, madame, parce qu'effectivement, la ventilation est un peu le parent pauvre du bâtiment, si je peux me permettre de m'avancer là-dessus. Les réglementations vont évoluer. Je sais qu'au niveau national, il y a depuis quelque temps maintenant un groupe de travail qui s'est réuni, qui est en place pour réfléchir à une mise à jour, si j'ose dire, de la réglementation de 82-83. Et par ailleurs, concernant les écoles, il y a aussi, là, vous avez dû le voir, c'était mis en consultation publique, la réglementation va évoluer concernant la mesure de la qualité de l'air dans ce genre d'établissement. Et la question du suivi de la mesure des systèmes de ventilation va devenir de plus en plus importante. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a installé un système, on ne n'est pas sûr qu'il fonctionne et surtout, il n'y a pas ou très peu d'entretien ou pas assez d'entretien qui sont réalisés. Et cela devrait changer à travers donc une réglementation qui va apparaître prochainement. Si vous voulez bien, on va continuer. Alors, il y a juste une remarque de Guillaume Masto. Je ne sais pas si, concernant le coût, Guillaume, est-ce que tu souhaites t'exprimer sur le coût des packs? Voilà, la remarque était que les prix étaient assez importants. Donc, alors oui, mais ils sont importants. Pardon. Vas-y. C'est moi? Oui, ils sont importants. Oui, ça a été noté, tout à fait. Ça a été noté avec tout ce qui se passe, l'après-Covid, le problème de trouver les matières premières et autres microprocesseurs, plus ce qui se passe encore au port de l'Europe. Il a été noté effectivement une hausse du prix des pompes à chaleur d'au moins 15%.
Donc, c'est vrai que ça n'arrange pas les choses, ça n'arrange pas le développement de la RE 2020. Il y a un contexte aujourd'hui qui est plutôt difficile et qui engendre donc une hausse d'un certain nombre de produits, dont les packs, effectivement. Après, il faut pas obliger aussi l'analyse globale. Par exemple, le modèle de chaudière gaz individuel, c'était pour l'utilisateur un double abonnement, une double maintenance à prévoir en termes de fumisterie pour avoir l'assurance dans son habitat. Et finalement, si je raisonne en coût global pour l'utilisateur final, c'est pas forcément le moins cher, d'autant plus que par exemple autant c'est vrai sur les CO2 où on a des pompes à chaleur qui sont plutôt pas assez chères parce que la technologie, on n'a pas forcément d'industriels, c'est plutôt des Norvégiens ou d'autres qui maîtrisent. Par contre, sur le propane, le R290, là, on est sur des industriels assez locales et on est sur le même ordre de grandeur de prix que les pompes à chaleur classiques, sachant que c'est des pompes à chaleur qui ne trichent pas. Elles n'ont pas une résistance électrique pour venir fonctionner dans les périodes les plus froides. Et c'est aussi des pompes à chaleur qui vont faire le shot sanitaire en un seul coup. Donc, peut-être éviter d'avoir l'investissement sur le ballon thermodynamique aussi, qui aurait été en plus à rajouter. Merci, messieurs, pour ces compléments. Et donc là aussi, je pense qu'il y aura un travail de formation auprès des jeunes en centre de formation et d'apprentissage du bâtiment, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a peu d'entreprises du bâtiment qui connaissent ce type de pack équipé de ce genre de fluide. Aujourd'hui, c'est beaucoup de R410A, R134A, voire R32, mais le R32 n'est pas un fluide d'avenir, c'est un fluide que beaucoup appellent transitoire. Et en plus, je terminerai là-dessus, excusez-moi d'être un peu long, mais c'est important, il y a la RE 2020, il y a d'autres réglementations, et notamment au niveau européen, la directive Ecodesign, qui est en train aussi d'être réécrite, revue, avec ses règlements d'application, notamment le règlement F-Gaz, et qui va donc durcir le choix des fluides frigorigènes en imposant des seuils à ne pas dépasser. Et donc, pour 2025, je crois, Antoine, c'est 750 kg équivalent CO2. Et pour 2030, ça sera 400. Et ce qui veut dire que ça va écarter plutôt assez rapidement tous les autres fluides que j'ai mentionnés avant et ouvrir davantage la porte à ces fluides frigorigènes qu'on peut dire plus vertueux. Merci François. Et juste, c'est vrai que je voulais juste dire, par rapport aux maisons individuelles, il y a une solution qu'on n'a pas parlé qui fonctionne à RE 2020. C'est la solution de voir un poêle à granulés dans l'espace principal avec des radiateurs à effet Joule dans les pièces secondaires. Et par contre, pour le shot sanitaire, prévoir quelque chose de vertueux, donc de type ballon thermodynamique, ou si on avait mis en place un poêle à granulés avec un système bouilleur, de prévoir des panneaux, des capteurs solaires pour venir faire le shot sanitaire. C'est aussi des solutions qui fonctionnent pour les habitats passifs. Ouais, c'est encore une fois très important ce que tu dis. Dans les illustrations que je me suis permis d'extraire et de vous mettre en présentation aujourd'hui, n'apparaît pas de manière explicite la solution bois-énergie. Attention, je ne suis pas là pour mettre en avant plus les packs qu'autre chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les packs ont plus les faveurs de la réglementation, mais il faut s'attendre à ce que les fabricants proposent des solutions alternatives et des solutions très intéressantes qui vont apparaître d'ici 2025. Donc, c'est aussi à prendre en compte, je crois. On va commencer après l'enjeu performance énergétique avec cet indicateur qui est à cheval et qui ouvre la porte maintenant à l'enjeu environnemental. Donc l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale d'un bâtiment, qui lui aussi a ses indicateurs. Donc indicateurs qui vont permettre de mettre en application ce que veulent ces enjeux, ce vers quoi on veut aller. Un indicateur très important aussi, qui est aussi réglementaire comme les précédents, c'est l'impact carbone sur la construction. IC Construction, donc. Donc là, c'est ce que je vous ai dit en préambule très rapidement. Aujourd'hui, on va mesurer la brique, le bloc de béton. Quelle quantité d'énergie a-t-il été nécessaire pour le concevoir, pour le fabriquer? Et bien évidemment, tout cela est fait par des bureaux d'études pour le compte du fabricant. Et ensuite, le fabricant met à disposition la fiche correspondante sur le site internet qu'a rappelé Philippe Garin tout à l'heure, qui s'appelle INIES, inies.fr. Et à partir de la somme de tous les produits de construction et d'équipement du projet de construction, eh bien, ça va donner cette empreinte environnementale carbone pour le bâtiment. Donc, par rapport au projet, on va le comparer encore une fois à l'IC Construction Max, lequel va prendre en compte un IC Construction Max moyen, dont vous voyez les valeurs dans le tableau à l'écran, et vous noterez que lui aussi, comme pour l'indicateur précédent, eh bien, il va y avoir des paliers d'exigences réglementaires entre 2025, 2028, 2031.
et que, pour tous, les exigences vont devenir de plus en plus importantes, de plus en plus contraignantes au fur et à mesure que l'on va évoluer dans le temps. Concrètement, là aussi, par rapport à cet indicateur nouveau et important, au regard de ce grand cabinet d'études, que je me suis permis encore une fois de mettre en exergue, pourquoi ce cabinet? C'est aussi parce qu'il a participé aux travaux au niveau national de E+C-, qu'il a participé aux réflexions, au groupe de travail concernant la mise en place de la RE 2020, tout comme d'autres cabinets d'études, je pense à Tribu Énergie aussi. Donc, qu'est-ce qui ressort de cet indicateur IC Construction? Eh bien, c'est qu'on va aller davantage vers des structures béton, mais béton bas carbone, voire béton ultra bas carbone, qui est en train de se développer, qui réduit de manière considérable, si j'ose dire, l'empreinte carbone pour la fabrication de ce type de produit. C'est le recours au bois, parce que le bois est un matériau qui permet de stocker le carbone. Je ne vais pas vous rappeler le fait qu'un arbre grandit, il absorbe beaucoup de CO2, il arrive à un âge mature, on le coupe, et de cette manière, on stocke le carbone. Et le bois, donc, fait partie de ces éléments qui contribuent à une empreinte carbone moins importante. Cela fonctionne aussi si, bien sûr, en coupant le bois, je replante derrière. Ça veut dire des forêts gérées de manière durable. C'est donc des maisons ossature bois, structure bois aussi, qui vont sans doute prendre de l'ampleur, de l'importance au regard de cette réglementation. Et par rapport à ça, eh bien, c'est l'exemple d'un autre bureau. Vous voyez le nom au-dessus avec une entreprise de construction où là, ils ont comparé, pardonnez-moi, deux projets de construction. Un projet traditionnel, construction béton, bloc béton, avec un chauffage pompe à chaleur, RO, double service, donc chauffage et eau chaude sanitaire. Et on voit qu'ils respectent, bon an, mal an, le seuil maxi à ne pas dépasser par rapport à la zone climatique où ils se trouvent, qui se trouve être la H2B, en l'occurrence. Et par rapport à ça, en parallèle, une construction ossature bois, avec comme mode de chauffage un poêle et un chauffe-eau thermodynamique. Et eh bien, on note que ce deuxième exemple est bien plus vertueux que le premier. Si on regarde les différents lots qui concernent ce projet de construction, eh bien, de manière rapide et synthétique, parce que je crois que le temps tourne, c'est le lot superstructure et maçonnerie qui, pour le projet de maison traditionnelle, est quand même assez pénalisant. Donc, il y a une marge de progression qui peut être trouvée par rapport à ça, et c'est ce que disaient tout à l'heure certains interlocuteurs sur la question du béton. Donc, béton bas carbone, voire ultra bas carbone, voilà la marge de progression si on veut continuer dans le choix de maisons traditionnelles. Et puis, toujours pour cet exemple de maison traditionnelle, c'est le lot 8, chauffage, ventilation, refroidissement, eau chaude sanitaire, où là, eh bien, on voit qu'il y a une marge encore de progression à réaliser, et ça rejoint ce que disait Antoine sur la question du fluide frigorigène, parce que ce dernier est pris en compte justement dans le calcul de l'empreinte carbone de ce type de générateur. D'autres lots peuvent être concernés, effectivement, le lot cloisonnement, plafond, doublage et plafond, qui peut aussi avoir une marge de progression, ou le lot réseau énergie, qui peut aussi avoir une certaine marge de progression. Donc, on voit que, il y a des choses à améliorer. Ces choses vont se faire sûrement dans le temps. Et tout ça, si on compare avec l'indicateur précédent et qu'on reprend notre échelle de temps, 2022, 25, 28, 31, eh bien, on peut dire que 2022 à 2025, tout système constructif avec isolation renforcée sont acceptés, peuvent trouver une réponse par rapport à la RE 2020. Concernant l'énergie, pour les maisons individuelles, le 100% gaz devient impossible, gaz naturel, au jour d'aujourd'hui. Par contre, c'est un peu la part belle aux pompes à chaleur, aux solutions bois-énergie, voire en théorie le fuel qui est impossible, mais avec l'arrivée du biofuel et le texte est apparu au mois d'avril qui limite les émissions de gaz à effet de serre à 300 grammes équivalent CO2 par kilowattheure de PCI. Ça, c'est de la théorie parce que si on met en relation avec l'indicateur IC construction, c'est quelque chose qui peut se retrouver pénalisant. Pour les logements collectifs, eh bien, le gaz est encore accepté au moins jusqu'en 2025. Il est contraint, mais il est accepté. Dans tous les cas,
c'est la sortie du chauffage à effet Joule hors à point, comme le disait Antoine à travers son exemple. 2025, par contre, eh bien, tout système constructif avec seconde œuvre décarboné partiellement. Concernant l'énergie, eh bien, pour le collectif, le 100% gaz naturel va devenir difficile, voire impossible, on peut le dire. Par contre, apparition, développement peut-être des solutions hybrides, PAC plus gaz, avec isolation renforcée, et toujours les solutions bois-énergie, pompe à chaleur. 2028, tout système constructif avec seconde œuvre davantage décarboné, et 2031, tout système constructif complètement décarboné. Sachant que la réglementation, si je ne me trompe pas, Philippe, 2031, c'est moins 30%, c'est ça, en termes d'efforts de décarbonation à réaliser avant d'atteindre la neutralité carbone pour 2050. Cette présentation, encore une fois, c'est sous réserve d'évolution réglementaire, puisque l'autre force, je dirais, de cette RE 2020, c'est de prévoir ce qu'on appelle des clauses de revoyure. C'est-à-dire qu'en 2024, actuellement, vous avez donc un organisme national qui est là pour surveiller un petit peu tout ce qui se passe, les remontées de terrain, pour ensuite eh bien, en débattre avant de savoir si on maintient le curseur, s'il faut lâcher un peu la bride ou si on peut aller plus loin dans ce qui est prévu là aujourd'hui par la réglementation pour demain. Et je n'oublie pas, parce que je l'ai encore vu il y a 15 jours maintenant, eh bien, des solutions techniques nouvelles qui arrivent et qui peuvent ouvrir les portes davantage à des solutions de chauffage et autres systèmes qui permettront d'équiper les constructions de demain. Je pense notamment, allez, je m'engage, à l'arrivée au développement, pourquoi pas, des solutions hydrogène vert, bien entendu. Ensuite, autre indicateur, je vais un peu vite, excusez-moi, voilà, je reviens à ma slide de base. Concernant les autres indicateurs, IC bâtiment, stock C, ICDED, des indicateurs qu'on appelle pour l'instant informatifs, même si ils vont devoir figurer dans l'attestation au moment de la fin de chantier qui est à réaliser. Ces indicateurs devront apparaître. IC bâtiment, ben, c'est la somme de IC construction plus IC énergie plus ICO qui donne vraiment une image d'ensemble de mon projet de construction, de sa situation, des efforts qui ont pu être faits. Stock C, c'est mettre en avant ben, justement le stockage carbone issu des produits biosourcés. Et ICDED, eh bien, c'est ce qu'a expliqué Philippe Garin en préambule, c'est l'indicateur notamment des fiches de données environnementales par défaut, qui figurent aussi sur la fameuse base INIES, puisque les bureaux d'études, notamment, lorsqu'ils auront à mesurer ce projet de construction, devront aller chercher pour l'ensemble des produits de construction et d'équipement la fiche qui correspond, donc idéalement une FDES, FDES individuelle, FDES collective. S'il n'y en a pas, il ira peut-être voir s'il n'existe pas un configurateur. Un configurateur repose sur une FDES qu'on appelle mère, mais pour lequel donc, on laisse à l'utilisateur le choix de rentrer un certain nombre de paramètres pour coller au projet de construction. Et si, in fine, il n'y a aucune de ces possibilités, on ira, en tous les cas le bureau d'études, chercher ce qu'on appelle une fiche DED établie par le ministère, comme l'a très bien dit Philippe Garin tout à l'heure. Et enfin, et ce n'est pas le dernier, ce n'est pas le moindre, il est quand même très important, le confort d'été. C'est un enjeu qui a été pris en compte depuis, si je m'abuse, RT 2000, mais qui visiblement n'a pas connu un très grand succès, puisqu'on l'a vu, et localement, mais même au niveau national, c'est remonté, que le confort d'été dans un certain nombre de projets de construction, notamment maisons individuelles, respectant la réglementation RT 2012, bien, ne satisfaisait pas en termes de confort d'été. Pour quelles raisons? Ce n'est pas parce que les architectes ou les bureaux d'études ne travaillent pas bien ou pas assez. Essentiellement, ce qui a été mis en avant, c'est que eh bien, le changement climatique va beaucoup plus vite que les réglementations qui avaient été prévues, établies. D'où la volonté, si j'ose dire, de prendre le taureau par les cornes, de mettre en place un nouvel indicateur. Ce n'est plus l'indicateur TIC, c'est l'indicateur DH pour degré-heure. C'est l'indicateur donc, eh bien, a deux exigences. Il y a une exigence de moyens,
C'est-à-dire que, eh bien, on va essayer de trouver des solutions, comme on l'a expliqué à travers l'indicateur BBio, mettre en place des stores, mettre en place des volets qui soient asservis pour s'ajuster par rapport à l'enseignement de la façade. Mais c'est aussi une exigence de résultat. Et là, on le voit, il y a des mesures qu'il va falloir respecter, que les bureaux d'études, à travers leurs calculs, vont devoir prendre en compte. Si, dans leurs calculs, on atteint une valeur inférieure à 350 degrés heure, eh bien, le confort d'été devrait être respecté. Si par contre, on dépasse une valeur maximale, qui est ici de 1250 DH, le projet sera refusé, il faudra revoir sa copie. Il est estimé par un certain nombre de bureaux d'études, notamment ceux qui ont suivi le développement de cette réglementation, et au regard de ce qui se fait, que eh bien, un certain nombre de projets devraient osciller entre 350 DH et la valeur max à ne pas dépasser. Si cela est confirmé, en tous les cas pour ces projets-là, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un forfait de pénalisation qui sera appliqué et bien entendu, cela aura un impact sur l'indicateur CEP, consommation d'énergie primaire. Ici, je vous ai mis des graphiques pour juste mettre en avant que les 1050 sont une valeur, on va dire, de référence, mais qu'en fonction ensuite de la surface moyenne du logement, en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve, vous avez ici la définition des différentes catégories, eh bien, la valeur maximale oscillera en fonction donc de ce type de bâtiment. Un autre exemple concret que j'ai trouvé, me semble-t-il, assez intéressant à mettre en avant, c'est encore une fois deux exemples. Encore une fois, Pouget Consultant, et qui met en avant le fait qu'il eh bien, il y a des leviers pour améliorer le DH et qu'on appelle, on va dire, des solutions dites passives. C'est à travers le choix d'isolant, choisir un isolant avec une forte inertie. C'est choisir des occultations perméables automatiques. C'est privilégier des logements traversants. C'est l'orientation, l'inclinaison et la surface des baies. Les brasseurs d'air, c'est une solution qui n'est pas très répandue, je crois Antoine, si je ne me trompe pas, en France métropolitaine, plus dans les territoires d'outre-mer, mais en tous les cas qui offre une sensation de fraîcheur indéniable, qui peut osciller entre 3 et 4 degrés, donc qui ne fait pas baisser la température. Attention, je n'ai pas dit ça. C'est les solutions de géocooling ou, comme l'a rappelé tout à l'heure Antoine, les solutions, si on a le terrain assez grand, en tous les cas si c'est possible de l'installer, si ça rentre dans le budget du maître d'ouvrage, mais c'est le recours à des puits thématiques, avec, comme l'a souligné Madame tout à l'heure, la question du choix du système de ventilation par rapport aux puits thématiques. Et en fonction de ça, eh bien, une simulation a été mise en avant que, eh bien, on pourrait facilement être en dessous des 600 DH si on a recours à une ou deux améliorations passives. Et plus on a recours à des solutions passives, et plus on va atteindre les fameux 350 DH. Pour cela, d'ailleurs, j'ai un exemple qui est assez intéressant. Là, c'est encore une fois un exemple qui est issu d'un webinaire de la DREAL Pays de Loire avec le CEREMA, où on voit les deux valeurs à ne pas dépasser, la valeur de 350 DH idéalement et la valeur maximale à ne pas dépasser, dans lequel on a un confort d'été qui n'est pas respecté. On le voit par rapport ici, donc on prend une situation de base où on est à 624 DH, donc au-dessus des 350. De ce fait, un forfait de pénalisation s'appliquera sur ce projet. Pour y remédier, eh bien, ici, ils ont simulé les différentes solutions qui peuvent apporter justement la solution de redescendre aux 350 DH. Pour faire court et aller directement au fait, eh bien, on note que si on a recours à une solution à inertie très lourde, eh bien, en faisant le rapport, la différence 624 et moins cela, eh bien, on atteint très facilement ce que demande la réglementation. On voit aussi que plus on aura recours à des brasseurs d'air et plus cette solution aidera à atteindre les 350 DH et un confort d'été, on va dire, dit optimal. Voilà, maintenant je donne la parole à Antoine parce que le temps passe concernant ce qu'il souhaitait voir développer. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. J'essaye d'être assez synthétique, c'est ça? Ou David Oui, vas-y, on va se donner 10 minutes supplémentaires si tout le monde est d'accord. Donc voilà.
Donc voilà, juste pour échanger un petit peu sur la conduite d'opération, et c'est vraiment l'indicateur qui a parlé François juste avant, lycée construction, qui revient à refaire un calcul d'analyse de cycle de vie. Donc, analyse de cycle de vie, ça veut dire connaître tous les quantitatifs de tous les éléments qui vont être mis sur mon projet, fois la donnée environnementale qui vient de la base INES. Donc, c'est vraiment l'élément qui va apporter en fait une conduite d'opération un peu plus complexe sur des projets RE 2020. Et si on regarde le strict minimum de la réglementation, les obligations, il y en a 3. C'est 1, fournir une étude de faisabilité en approvisionnement d'énergie. Donc, pas la maison individuelle, le logement collectif. 2, c'est fournir l'attestation au permis de construire. Là, on va demander uniquement de faire l'indicateur OBBio, donc l'architecture bioclimatique, et l'indicateur de DH, du degré heure pour le confort thermique d'été. Par contre, l'indicateur qui tient au calcul d'analyse de cycle de vie, il n'est pas à rendre au permis de construire. Et la maîtrise d'ouvrage doit s'engager à le faire avant le début des travaux. Mais on voit bien que si je veux aller vers une architecture frugale ou optimiser par itération mon opération, j'ai un intérêt à faire du pré-calcul d'analyse de cycle de vie bien avant le dépôt de mon permis de construire pour venir me positionner sur des optimisations à un moment du projet où l'optimisation n'est pas encore chère et je peux aller me positionner sur des solutions assez efficaces. Et l'autre document qui est à fournir, c'est l'attestation en fin de chantier, où là, on reprend tout le calcul de l'aéro 2001. Juste, si je reprends rapidement, ouais, c'est bon, on peut aller au diapo d'après. Des conseils pour aller plus loin que l'aéro 2020 dans la conduite d'opération, parce qu'on voit que les documents à fournir ne me permettent pas forcément d'améliorer la performance de mon projet. Je vais avoir mes éléments de réponse un peu trop tard par rapport à mes prises de décision. Donc, j'ai un intérêt dans mon programme de venir inclure les niveaux de rendu attendus. Donc, par exemple, si je veux faire un calcul d'analyse de cycle de vie avant le permis de construire, bien le préciser, parce que dans les faits, dans l'aéro 2020, ce n'est pas imposé. Pareil, bien répartir les rôles. Qui c'est qui va réaliser le calcul d'analyse de cycle de vie? Ça peut être un économiste, ça peut être un assistant de maîtrise d'ouvrage, ça peut être le bureau d'études thermiques. Là, on n'est pas forcément cadré. Et aussi sur le niveau de rendu, on peut demander des rapports un peu plus précis dans le calcul d'analyse du cycle de vie, qui permettraient d'avoir des graphiques qui permettraient à la maîtrise d'ouvrage de pouvoir comprendre en fait ce qu'il y a derrière le calcul. Parce que si le bureau d'études fournit son calcul brut, on va avoir que l'information assez compliquée à lire, alors qu'éventuellement, il aurait pu intégrer dans son analyse des graphiques synthétiques. Moi, c'est ce que je fais et ce que je demande généralement de mettre. C'est un graphique qui va reprendre quels sont les éléments qui ont plus de 3% d'influence sur mon projet en termes d'émissions carbone. Et donc, ça permet de finalement prendre du recul, de s'apercevoir qu'OK, le calcul a plus de 100 données environnementales, mais par contre, j'en ai que 10, voire 15 qui ont plus de 3% d'influence sur mon calcul carbone. Voilà, on peut passer sur la partie programme. Sur la partie conception, vraiment le point de tension qu'il va avoir entre les différents acteurs, c'est le quantitatif. Donc, pour faire le calcul d'analyse de cycle de vie, il faut forcément un quantitatif. Il faut savoir que dans un marché classique de loi MOP, le quantitatif, le bureau d'études ne se doit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le bureau d'études qui va faire le calcul carbone va taper à la porte du bureau d'études structure pour récupérer les mètres cubes de béton dans les fondations. Après, il va voir le lot CVC pour voir le mètre linéaire de réseau de gaine. Et eux, quand ils vont communiquer ces notions sur le quantitatif, vu qu'ils n'ont pas la prestation, ils vont le faire au ratio. Et ça va être très pénalisant et ça va avoir tendance à pénaliser le résultat final. Et forcément, ça va faire des surplus d'opérations parce qu'il faudra investir vers des solutions assez chères pour compenser. Derrière, donc ça mérite pour l'équipe de conception d'organiser peut-être de la part de la maîtrise d'ouvrage de prévoir des marchés qu'on appelle des DPGF quantifiés qui permettraient un petit peu de se sécuriser sur l'aspect quantitatif. Et aussi, une réunion qu'il faut prévoir à chaque fois, c'est que la maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études se rassemblent et posent la problématique qu'est-ce qui se passe si les quantitatifs qui ont été utilisés en phase conception sont différents en phase travaux? Est-ce que j'ai prévu un cadre d'application dans mon DCE, dossier de cotisation d'entreprise, qui me permettrait de faire mon arbitrage? On peut aller à la phase. Voilà. Et là, c'est un grand enjeu en conception travaux. Donc, c'est vraiment ce passage de relais. Il peut y avoir en fait tout un travail qui a été fait en amont par les bureaux d'études, par l'architecte, par la maîtrise d'ouvrage pour arriver à respecter l'aéro 2020 sans un surplus financier parce qu'on reste presque sur des solutions classiques. Surtout qu'on a vu dans les premières années,
les niveaux sont assez bas et petit à petit, on va voir les seuils qui vont augmenter. Donc, dans les premières années, je peux continuer à finalement aller avec des solutions un peu classiques si j'ai une bonne stratégie. Et là, il y a un enjeu de la part des bureaux d'études, c'est que dans leur DCE, de bien être synthèse de manière à permettre aux entreprises de travaux de directement voir quel a été l'impact réel de l'ARE 2020 et quels sont vraiment le surplus financier qui est engendré par cette réglementation. Et ça, c'est un travail à faire parce que, par exemple, dans la RT 2012, ça a été un peu le défaut. Il y a eu beaucoup de formations de la part de bureaux d'études en phase de la partie conception sur cette nouvelle réglementation. Par contre, pour les entreprises en phase chantier, il n'y avait pas forcément eu le temps de se former, et ce qui fait qu'automatiquement, on met du surplus financier lié à l'inconnu, alors que finalement, on était resté sur une solution basique qu'on réalisait déjà en RT 2012. Voilà, sur ce point, sur DCE. Vous j'essaie d'être synthèse, j'espère que ça ne brouille pas quand même l'information. Dernier point, avant-dernier, sur la partie travaux, là aussi, on en a commencé à en parler. Il y a un nouveau métier qui va vraiment commencer à émerger, c'est le métier de contrôleur de système de ventilation, où là, maintenant, on peut retrouver les informations sur le site RT Bâtiment. Il y a tout un protocole pour avoir des personnes habilitées à faire ces tests finaux. Et c'est le début finalement d'une professionnalisation aussi d'un métier de la qualité de l'air intérieur, qui permettrait de contrôler le système de ventilation et puis après venir se positionner aussi plus tard sur les composés organiques volatiles ou d'autres thématiques. Ce qui fait qu'on arrive, si on regarde vraiment de manière très synthétique, le programme, la conception jusqu'aux travaux, un temps supplémentaire pour gérer les itérations. Ce n'est pas forcément pour la personne qui va faire le calcul d'analyse de cycle de vie. Il faut bien comprendre que quand je suis en train d'optimiser mon projet, que je suis parti sur, par exemple, une solution de partir en mur paille, derrière, ce n'est pas uniquement le bureau d'études qui fait le calcul, qui prend du temps supplémentaire. Il y a aussi l'architecte qui va peut-être devoir travailler ces détails techniques. Il y a comme ça tout un travail itératif. Le bureau de contrôle qui va devoir se positionner sur les respects réglementaires au niveau feu, des réponses avec les économistes et avec une utilisation du CACUL. Donc, il y a vraiment ce temps supplémentaire de 10 à 15 jours. Et c'est là où il faut normalement, théoriquement, prévoir un surplus des prix, des augmentations des honoraires pour traiter ces études. Et voilà, j'ouvre le débat de cette manière. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on a dépassé un petit peu le temps de 7 minutes. En conclusion, quand même, une petite conclusion, François. Une toute petite conclusion en 2 mots, c'est qu'on voit bien que ces indicateurs, en fait, sont tous interdépendants les uns des autres, à savoir que si je n'agis pas jusqu'au bout et à fond sur le BBio, ça va avoir des conséquences sur le DH. Et si le DH, pareil, n'est pas optimisé, ça va avoir des conséquences sur le CEP, le CEPNR, sur l'essai énergie. Donc, on voit bien que ces différents indicateurs aujourd'hui sont interdépendants les uns des autres, que ça demande donc un changement de manière de travailler, comme l'a expliqué Antoine, et c'est aussi un défi que doit relever cette RE 2020. Et la raison pour laquelle il y a ce calendrier 2022-2025 avec les clauses de revoyure qui doivent permettre ensemble, justement, et n'en déplaise, ce n'est pas une fable, mais en tous les cas d'arriver vers ce développement durable, ce monde durable à travers cette transition écologique. Ce n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose qui est difficilement atteignable, mais allons-y. Merci beaucoup. Antoine, en conclusion, que dirais-tu de cette RE 2020 ? C'est un outil, c'est une évolution par rapport à la RT 2012, notamment sur le traitement de confort d'été et surtout sur la vision de l'analyse du cycle de vie qui permet aux acteurs d'avoir vraiment une vision globale sur l'impact environnemental de leur solution. Et de manière systématique, on a finalement cet outil qui peut être la source de réflexion et à voir si le seuil de dimensionnement, c'est la limite réglementaire ou si on va plus loin. Et c'est là aussi qu'il ne faut pas tout attendre d'une réglementation, il faut bien le voir comme la limite réglementaire. Je trouve que c'est une grande avancée. Et notamment pour nous, ça a été vraiment l'arrivée de faire des calculs d'analyse du cycle de vie qui sont plus fiables. Il faut savoir qu'avant, nos données environnementales, elles étaient directement communiquées par l'industriel et il n'y avait aucun contrôle d'un tiers pour venir juger de la véracité de la chose. Et la RE 2020, via l'expérimentation de plus et moins et la création de la base INES, a permis d'éviter ce greenwashing qu'il pouvait avoir avec systématiquement quelqu'un qui vient contrôler les déclarations mentales qui sont faites sur tel ou tel produit, le béton recyclé ou d'autres solutions, pour derrière dire ou pas ces valeurs sont réelles. Et donc, ça apporte un plus sur la qualité de nos résultats.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à ce beau trio. Merci Philippe, merci Antoine et merci François. Je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Je suis désolée de ne pas laisser la fin pour une dernière question, à moins qu'il y en ait une, là, que quelqu'un allume son micro, sa caméra et pose une question. Il y a eu malgré tout pas mal d'échanges. Si vous avez des questions, si vous avez des frustrations, ça vous invitera à revenir pour la prochaine fois. Mais n'hésitez pas, il va y avoir une suite pour ces webinaires, notamment le travail de la ventilation et du confort d'été. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire et c'est des choses sur lesquelles on fera certainement un zoom, en tout cas c'est prévu. Sur les matériaux biosourcés, c'est pareil, c'est ce qu'on avait prévu avec François et Philippe. Si vous avez des thématiques spécifiques que vous voulez nous voir aborder, si vous voulez qu'on laisse plus de place à l'échange, si vous avez des retours d'expérience sur des projets un peu plus frugaux qu'habituellement, n'hésitez pas à revenir vers David ou moi et on vous laissera la parole et on fera un programme adapté à vos besoins et envies. Donc n'hésitez pas. Un dernier mot, Philippe, peut-être? On te redonne la parole? Merci beaucoup pour tout ce qui a été fait. C'est énorme ce qui a été fait là, c'est vraiment appréciable. Alors, je dirais que la RE 2020, mais c'est de gros enjeux quand même. J'espère qu'on pourra y arriver facilement, parce que c'est pas évident. Hein. Et moi, j'ai juste une crainte pour la RE 2020. En fait, c'est juste que nos paysages français ils sont structurés par les matériaux qu'on a en région, les différentes techniques. C'est-à-dire qu'on va en Bretagne, c'est pas la même chose qu'en Normandie, pas la même chose qu'au Pays Basque. Il ne faut pas qu'on arrive à la RE 2020 qu'on soit que des cubes pour respecter la RE 2020. Voilà, des cubes en béton. J'espère qu'on pourra garder une liberté architecturale quand même si elle sera peut-être plus contrainte que par le précédent système, mais comment on pourra garder un paysage, enfin quelque chose qui soit différent un petit peu d'un endroit à un autre. Voilà. Et sur ça, Justin, c'est assez important, l'architecture vernaculaire qui est issue finalement du territoire, c'est une architecture qui est adaptée à une performance carbone très bonne, parce qu'on n'utilise que des matériaux locaux, et qui est adaptée aussi à toute cette réflexion d'architecture qui va se protéger du soleil, qui va profiter des vents dominants. Donc finalement, cette architecture patrimoniale, si on ferait le calcul, elle est déjà performante sur les indicateurs Bébio et carbone. Donc on peut y arriver, mais ça prend un peu plus de temps. Et des filières se restructurer aussi. Donc, tu vois, dans ce que je viens de dire, on voit que la notion de facilement, ce n'est pas tout de suite. Mais on peut y arriver. Voilà, par exemple, maison à colombage, structure bois, ça marche très bien. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Le webinaire a été enregistré, donc sera sur la page YouTube. On vous enverra tous les liens. Les présentations vous seront également diffusées. Et vous avez les coordonnées des 3 intervenants, donc n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là pour vous. Merci beaucoup et puis très belle journée, très belle fin de semaine et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.